iragile ngira me forora. Meme babaninga falanebe iragile ngira me forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Oui, bonjour, nous sommes là au quartier latin. Comme vous savez, le quartier latin a eu ses hauts et ses bas. Nous allons beaucoup nous concentrer sur le côté du savoir qu'il y a ici, avec l'existence, l'implantation de la première université de France, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans ce quartier. Cette université a une grande histoire et a beaucoup façonné la vie française. Et dans cette université, les jeunes Camerounais ont la possibilité, eux aussi, de venir étudier. Au début, la Sorbonne était une université, je peux dire exclusivement littéraire. Depuis quelques années, depuis les années 70, la Sorbonne s'est ouverte aux sciences mathématiques, sciences économiques et pratiquement à tous les domaines du savoir. Pas forcément dans ce beau bâtiment, mais dans d'autres bâtiments. C'est ainsi que nous avons nos bureaux à Tolbiac, où il y a une faculté d'économie, une faculté d'informatique et beaucoup d'autres domaines de la science universelle. Mais les fondamentaux de la Sorbonne restent en ce lieu, le quartier latin. Et tout le monde converge vers ce lieu pour se remémorer les grands moments de l'histoire de cette université. Université qui a façonné le siècle des Lumières et qui a accompagné les premiers dirigeants de ce pays et qui a également accompagné la mouvance du changement avec la venue d'Internet. Pour se maintenir, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne continue d'innover. Innover dans quoi? Dans la recherche. Nous avons par exemple créé des laboratoires. Je suis moi-même membre d'un laboratoire de SAM qui est à la Sorbonne, à Tolbiac, où nous faisons des mathématiques dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire. Nous ne sommes pas dans ce bâtiment, place Sorbonne. La faculté s'est élargie et nous sommes dispersés dans la ville. Dans ce grand quartier qui est mêlé d'hôtels, de bistrots et de centres commerciaux, le savoir reste implanté dans un milieu qui est pas tout à fait universitaire tout le temps, mais qui le reste quand même par l'histoire et par la consécration des grands hommes. Dans ce quartier latin, où se côtoient des hôtels et des bâtons de chaises, on voit également des bars, on côtoie également un peu des petits voyous, mais cela n'altère pas la connaissance qui est maintenue dans ce grand temple du savoir qu'est la Sorbonne. Le quartier latin aussi, c'est aussi des petits commerçants, mais qui cautionnent aussi, qui côtoient également les étudiants qui partagent dans des petits restaurants qui sont là. Le quartier latin, c'est aussi une vie, c'est aussi l'habitation, mais l'université reste là. À côté, là, nous allons aborder la bibliothèque, une des meilleures bibliothèques de France, qui permet à nos étudiants de venir à tout moment travailler. Pourtant, ils sont au quartier latin. À côté du quartier latin, vous avez également des grands centres culturels et beaucoup de petits hôpitaux qui sont également là, qui côtoient la vie universitaire également. C'est vraiment un melting pot du savoir et de la vie courante. C'est bien aussi de vivre comme ça parce qu'un étudiant doit être en mesure de se tenir, en mesure de se discipliner malgré l'adversité. Devant nous donc apparaît le Panthéon. Le Panthéon où reposent un peu plus loin. On le voit pointer à l'horizon. Voilà. Et voilà. Et derrière cette petite faculté de droit, nous allons découvrir où reposent ces grands hommes dont la patrie est reconnaissante. Les jeunes qui viennent ici ont un diplôme très bien reconnu et depuis un certain temps, la Sorbonne travaille beaucoup l'économie, surtout les maths financières, et sortent des masters qui sont très appréciés sur le marché du travail. Ce qui permet à des jeunes qui veulent bien se lancer dans l'aventure, dans la connaissance des maths financières,
de s'inscrire facilement à la Sorbonne. Surtout, nous retenons les meilleurs. Et ces meilleurs-là peuvent, à la sortie, décrocher des bons postes. Le label Sorbonne se vend bien, pas seulement en France, beaucoup dans le monde également. Mais nous encourageons nos étudiants à travailler d'arrache-pied pour essayer d'élever le niveau, parce qu'à côté de la Sorbonne, nous avons des grandes écoles de commerce et à Dauphine également qui nous font concurrence, mais nous tenons bon au niveau de la qualité de l'enseignement. C'est cette qualité de l'enseignement qui permettra à la Sorbonne de redorer le blason de ce grand nom Sorbonne, qui va permettre aussi que les grands économistes qui sortent de la Sorbonne soient reconnus mondialement. Téléspectateurs de Manège du Savoir, bonjour. Nous sommes présentement non loin du Panthéon, le célèbre monument dans le quartier latin du 5e arrondissement de Paris. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau le professeur Ngongo Isidore. Comment allez-vous? Très bien, bonjour madame. Bonjour. Dites-moi, vous êtes un jeune Camerounais à la Sorbonne. J'ai vu votre CV, il est fort bien fourni, hein. Alors, moi, je me demande, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, pour les téléspectateurs de Manège de Savoir? Que je suis un Camerounais, comme tous les Camerounais, qui a passé son bac et qui, après son bac, a obtenu une bourse pour l'Union soviétique à l'époque. En 90, c'était l'Union soviétique. Une bourse pour aller faire des études mathématiques. J'ai rêvé de devenir médecin comme ma mère le souhaitait, mais il s'est trouvé qu'en Russie, il y avait une belle école de mathématiques. Et mon gouvernement m'a donc sélectionné pour présenter le concours des mathématiques. J'arrive en Russie sans parler le russe, en 90. Et comment vous vous en sortez? Là, il y avait une faculté de langue. Il fallait qu'on m'apprenne ABC de la langue russe. J'ai donc fait une année préparatoire. Après l'année préparatoire, il fallait passer un concours. J'ai passé un concours de médecine et un concours de mathématiques. J'ai eu le concours de mathématiques. Et c'est ainsi que mon pays m'a orienté vers ces mathématiques qui ont commencé donc par tout un cycle universitaire jusqu'au doctorat et en Russie. Et après mon doctorat en Russie, j'ai commencé à enseigner en Russie comme assistant. Et en 2004, j'ai eu un contrat à l'Université d'Evry ici en France. Et après mon arrivée en France, j'ai pu aussi obtenir un contrat à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et voilà. Et après Panthéon-Sorbonne, j'ai été à l'Université Technologie de Compiègne, où j'ai été attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'est la première université de technologie de France qui accueille beaucoup de Camerounais. Donc vous voyez, c'est un parcours normal d'un enfant du pays qui a envie de travailler. Voilà. D'accord, et vous avez anticipé l'une de mes questions parce que vous êtes Betty. Oui. C'est ça? Spécialement de la Léquier. La Léquier. D'accord. Oui. Et on a une idée reçue chez nous qui veut que ce sont les Bamileke qui sont plutôt des mathématiciens. Alors, vous avez anticipé ma question parce que je voulais savoir comment vous en étiez arrivé là. Les idées reçues ont la peau dure. Mais il se trouve que je sois du centre. Je suis Eton de père et de par ma mère. Mais il se trouve que dans notre famille, avant moi, mon jeune frère, mon petit frère, a eu le bac avant moi. Il a eu un bac scientifique également, il a fait des études scientifiques. Monsieur Nzana Arnaud Philippe, qui travaille au Cameroun aussi. Et après, lui, on a souvent eu cette envie de faire les maths. Pourtant, papa était linotypiste au CPR et maman infirmière. Donc, c'est par un coup de chance que nous nous trouvons au collège Vogt, où il y avait une forte culture scientifique qui nous a emballés et nous sommes mis à fond. Et c'est ainsi qu'on fait les maths. On a souvent eu peut-être des amis bamileke, mais nous n'avons jamais eu un souci sur notre ethnie, sur la maîtrise des mathématiques. Donc, je crois que c'est des idées reçues. Et je suis la preuve qu'on peut faire des mathématiques sans être bamileke. Tout à fait. Voilà. Alors dites-moi, pouvez-vous nous parler des principaux centres d'intérêt de vos recherches? Ah oui, tout à fait. En mathématiques, j'ai commencé par travailler l'interface entre la probabilité, la statistique et la théorie des nombres. Parce qu'il faut travailler dans un contexte multidisciplinaire. Donc j'ai beaucoup travaillé dans la modélisation de certains processus
pour essayer de déboucher sur des centres qui ont certains intérêts comme les maths financières, comme les théorèmes aux limites qui ont des applications, les séries temporelles que nous faisons également. Nous avons également travaillé dans des domaines de l'application des télécoms, la modélisation, les processus d'optimisation par exemple, qui peuvent intéresser nos pays dans la gestion par exemple. Il y a beaucoup d'applications de l'optimisation des mathématiques dans la gestion. Et je crois que notre pays en a besoin. Donc voilà, en gros, probabilité, statistique, modélisation multidisciplinaire. Voilà mon centre d'intérêt scientifique en mathématiques. J'ai vu que vous aviez créé un site internet où vous donniez des cours de mathématiques en ligne. Alors est-ce que vous le faites encore et quel était le but de cette initiative? Je crois que madame, il y a peut-être une précision qu'il faut apporter. J'ai été chef de département de mathématiques à l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace. Et dans le cadre des fonctions de cette école, nous sommes passés à ce qu'on appelle le e-learning, c'est-à-dire l'enseignement par vidéo. Et j'étais le porteur de ce projet. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à faire des cours vidéo pour mes élèves, pour mes étudiants en aéronautique. Et donc nous avons fait tout le programme. J'ai passé le temps à le faire moi-même. Tous les cours ont été faits en vidéo et les étudiants avaient tous les cours sur leur smartphone. Et lorsqu'ils arrivaient en classe, ils posaient juste des questions et demandaient des précisions sur des aspects qu'ils n'avaient pas bien compris. Je répondais également à toutes leurs questions sur les exercices qu'ils ne comprenaient pas. Donc c'est ainsi qu'on a pu donc mettre ça en ligne sur une plateforme qui aujourd'hui est dans le groupe IPSA, qui continue à l'utiliser. Et j'espère que nous allons l'exporter vers le Cameroun parce que nos enfants sont demandeurs de connaissances. Et je crois que Internet est aussi une opportunité pour nous. Nous allons passer la connaissance par là et l'enfant n'aura plus besoin d'avoir forcément le livre, il aura la connaissance à portée de main. Un bon outil. Un bon outil de travail, mais pourtant, ce n'est pas pour autant qu'on va oublier l'interaction entre le professeur et l'élève, la méthode traditionnelle d'enseignement. Donc on a besoin des deux, mais il sera plus accessible maintenant. Je crois que c'est une bonne approche qui peut peut-être aider nos pays aussi. Vous enseignez à Paris et à Yaoundé. Est-ce qu'un tel périple n'est pas difficile? Comment est-ce que vous gérez cela? Est-ce qu'il existe aussi une politique d'accueil, vous voyez, pour les scientifiques de la diaspora qui désirent entrer? Oui, c'est peut-être l'occasion de dire un grand merci à nos autorités camerounaises qui ont créé un cadre qui accueille des gens de la diaspora, des compétences de la diaspora qui veulent bien rentrer. Dans mon cas, je viens d'être recruté à l'école normale supérieure et dans ce contexte-là, j'ai eu la possibilité de donner des cours et d'essayer d'exporter mon expérience d'ici. Donc, ce n'est pas très aisé d'être sur deux fronts. Je tiens à préciser que je suis permanent à l'école normale supérieure. C'est mon poste de base. Et maintenant, j'ai transformé toutes mes collaborations ici, tous mes postes ici, en associé, ce qui me permet d'avoir pied ici, tout en restant basé au Cameroun. Je crois que les autorités camerounaises sont accueillantes. En tout cas, dans le cadre de l'école normale où je suis, le directeur, le professeur Andjiga, nous accueille très bien. Il a créé des structures qui nous permettent de nous épanouir. Et il nous accompagne personnellement. Sur ce, ce n'est pas très facile de gérer le Cameroun. Et ici, nous espérons qu'avec des moyens qui vont arriver, le Cameroun pourra facilement peut-être mettre à disposition des billets d'avion, donner la possibilité à ceux de la diaspora d'aller faire la preuve de leur expertise. Parce qu'au Cameroun, ils veulent l'expertise, ils ne veulent pas le bavardage, ils veulent du concret. Faites la preuve de vos compétences. C'est un peu le leitmotiv là-bas. Et alors, je crois que c'est un grand challenge. On a besoin des compétences d'ici. Je tiens à vous rappeler que le professeur Awana et le professeur Chenche sont responsables du centre d'excellence en technologie de l'information et des télécommunications à Yaoundé. Ils ont besoin d'une haute compétitivité et donc des enseignants bien formés. Et je crois qu'au Cameroun, il y a une bonne base, il y a des enseignants très bien, des responsables, même le recteur de l'université de Yaoundé 1 est capable de vous recevoir facilement, même dans la rue. Il vient vers vous, ça donne envie de rentrer lorsqu'on a des dirigeants comme ça. Il vient vers vous, il vous dit non, vous êtes le bienvenu, mettez-vous à l'aise, on a besoin de vos compétences. Je crois que ça donne envie. D'ailleurs, même le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Famendongo, n'hésite pas à vous recevoir dans un couloir pendant qu'il passe. Moi, je l'ai rencontré lors d'une conférence qu'il faisait au Hilton. Ça donne envie, il m'a encouragé de rentrer également. Donc, je crois qu'il y a des mesures incitatives qui nous donnent envie de venir. Maintenant, peut-être il serait utile qu'on ait au niveau de l'ambassade un relais qui relaie les informations sur les besoins du pays. Et comme ça, on va s'engouffrer. Nous devons venir contribuer au développement de notre pays.
Et voilà, donc c'est ça que nous essayons de faire. Ce n'est pas facile, on ne va pas vous dérouler le tapis rouge chez vous. Alors que pensez-vous de capitaliser l'expérience acquise ici au profit du pays? Parce que peut-être qu'on peut constater ou peut-être regretter la fuite des intellectuels, des cerveaux, vous voyez, des intellectuels africains pour l'Occident. Oui, il y a eu ces problèmes dans les années qui nous ont précédés, mais je crois qu'avec Internet, le désir de tout expert, c'est d'apporter quelque chose, d'apporter sa petite contribution au développement de son pays. Je crois qu'avec la mise en place d'Internet, nous pouvons échanger avec ceux qui sont restés au pays. Nous pouvons aller facilement, maintenant les billets d'avion sont plus très chers et nous avons une compagnie qui aide un peu. Je pense peut-être qu'avec le temps, le gouvernement pourra créer des billets assez bon marché pour des intellectuels qui veulent aller travailler au Cameroun de temps en temps et revenir. Il est temps pour nous d'aller créer de la compétence au Cameroun. Nos enfants nous attendent, le pays a besoin de nous. Nous qui avons été formés par le Cameroun, encore plus. Donc je crois que c'est le moment de rentrer et les mesures incitatives existent. Il y a un désir du gouvernement. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'au Cameroun, j'étais étonné de voir que nous avons beaucoup de gens bien formés au Cameroun. Des enseignants, des gens bien. Donc ce n'est pas des gens qui manquent. Il faut qu'on s'associe. Est-ce que ça veut dire que vous préparez votre retour alors? Moi, je rentre définitivement là. Ah. C'est parti. Moi, je suis parti pour de bon. Mais je continuerai à travailler dans une coopération avec l'Europe. J'ai les Russes qui m'ont formé, j'ai les Français avec lesquels je travaille, j'ai des petites compétences de collaboration. Je souhaiterais que mon pays en profite. Alors, ça m'inspire une question. Comment est-ce que vous envisagez donc votre contribution à l'intelligentsia africaine? Mais l'intelligence africaine, c'est nous les Camerounais, c'est des Africains qu'on rencontre ici et partout. L'intelligence africaine a en ce moment un challenge, un défi à relever, c'est de faire la preuve de ses compétences mondialement. À partir de chez nous, il faut qu'on puisse créer des journaux scientifiques, lancer des grandes conférences, créer des centres de réflexion qui vont associer tout le monde. J'ai été étonné de voir le génie qu'il y a chez nous. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de grandes universités ici en Europe, on va chercher des jeunes Camerounais pour venir relever le niveau. À l'université de technologie de Compiègne où j'ai enseigné, ils vont chaque année prendre une centaine de Camerounais pour venir tenir le niveau. On a donc une bonne pépinière. C'est à nous de la valoriser. Et c'est le moment pour nous qui avons déjà fait nos petites preuves ici de rentrer. Ce n'est pas facile au pays, il ne faut pas attendre le tapis rouge. Mais il faut donner envie. On va créer un choc qui va dynamiser les gens et on va rentrer. Professeur, vous savez, il y a eu des mobilisations au Cameroun et dans la diaspora pour lutter contre la secte Boko Haram. Oui. Qu'en pensez-vous? Déjà, je tiens à féliciter les autorités camerounaises qui ont fait preuve de génie dans cette situation. Malgré l'isolement dont ils ont été l'objet pour faire face à Boko Haram, notre État a créé un raisonnement, a mis en place un modèle de défense qui a permis d'associer des forces voisines, c'est-à-dire des pays du Sud, entre eux, le Cameroun et le Tchad, essaient de monter un front et donner envie aux autres de venir les soutenir. Je salue également la coopération qu'ils ont eue avec la Russie, parce qu'il est bon d'avoir un monde multipolaire. Les Russes, j'ai étudié là-bas, ils ont une autre approche. Le bavardage, des bons discours, c'est bien beau, mais à un moment, il faut agir. Et la Russie va peut-être nous aider à aller mieux. Et j'ai toujours apprécié quelque chose dans ces avancées de président Paul Biya, où il crée souvent des idées de génie parfois, avec cette coopération sud-sud. Le Tchad et le Cameroun qui font à Boko Haram et qui donnent envie aux autres de venir les soutenir. Vous voyez, le monde va suivre. Nous devons être des locomotives de nos problèmes. Et là, je crois que c'est bien parti. Boko Haram, on va en finir avec l'aide des autres. C'est une bonne initiative et c'est bon que le peuple camerounais soit derrière les efforts faits par le gouvernement camerounais. Professeur, nous arrivons presque au terme de notre entretien. Alors dites-moi, vous possédez une qualification de maître conférence, Oui. maître de conférence. Où l'avez-vous obtenu? Et y a-t-il une équivalence de ce grade au Cameroun? Oui, à mon arrivée en France, évidemment, j'ai passé la qualification qui a été délivrée par le Centre national des universités qui délivre les grades universitaires. Le grade de maître de conférence existe aussi au Cameroun. Mais vous voyez, en Afrique, d'après ce qui m'a été expliqué, il y a le passage par le CAMES qui évalue les grades universitaires. Et lorsque nous rentrons, même si on a beau être maître de conférence en France, lorsque vous rentrez, là j'ai candidaté un poste d'assistant. Et lorsque vous rentrez, vous commencez par là. Vous devez d'abord faire vos preuves. Et après un temps, vous essayez de valoriser
vos acquis. Donc c'est la valorisation des acquis. Le grade de maître conférence existe au Cameroun. C'est la vente des grades. Donc il est important. J'espère que nos autorités travaillent pour les équivalences. Mais ce n'est pas facile d'accepter tout le monde qui vient. Il faut d'abord que les gens fassent leurs preuves. Et je crois que c'est ça que nous passons. Nous sommes appelés à être évalués et à faire la preuve de nos compétences. Et peut-être par la suite, nous serons rétablis dans nos grades. C'est-à-dire de maître de conférence. Je sais qu'il y a une équivalence, elle arrivera. Vous êtes scientifique, alors dans quelle mesure pouvez-vous vous occuper, vous, d'une coopération scientifique entre chercheurs de la diaspora et ceux du pays? Vous voyez, la science est universelle. Nous pouvons créer des équipes de recherche. Au moment où je vous parle, je travaille avec le professeur Njimbo qui est au Japon. Je travaille avec d'autres qui sont en Russie. Pourquoi ne pas travailler avec ceux qui sont au Cameroun étant ici? Avec Internet, on est en réseau, on communique. Il y a même le Skype, on se voit, on se parle. Il y a des vidéoconférences. C'est le moment pour nous de coopérer avec nos cousins, nos frères restés au pays. Ils sont très bons. Peut-être qu'il leur manque les moyens. Regardez les articles scientifiques. Si je lis un bon article, je peux pouvoir l'envoyer à mon collègue qui est au Cameroun. Il me donne son feedback. J'envoie le petit au Japon et on travaille ensemble, on se parle. C'est le moment, je pense que dans ce genre de cercle de réflexion, des thématiques bien précises, nous pouvons très bien coopérer avec les Camerounais. Nos collègues sont au Cameroun. Déjà quand j'y vais, j'y travaillerai à fond à créer ces cercles de réflexion par Internet et tout pour créer des groupes scientifiques. Déjà, mon directeur de l'école normale, professeur Ndjiga, m'a présenté au séminaire scientifique de la fac de sciences et nous avons commencé, je l'espère, à développer avec l'Europe des cercles de réflexion qui pourront intégrer les compétences de nos camarades du Cameroun, nos collègues, dont c'est En Marche, la dynamique En Marche, le monde est petit, nous enseignons ici, nous pouvons enseigner au Cameroun et nous allons booster la recherche au Cameroun. Nous sommes décidés, ça va aller. Écoutez, ça fait très plaisir de voir votre dynamisme, votre enthousiasme. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez un mot à adresser à vos compatriotes camerounais pour finir? Oui, j'ai bien envie de dire aux jeunes, à tout le monde du Cameroun, d'être ambitieux, de croire en soi et de se dire on va y arriver. N'ayez pas peur, allez à fond. Ne cédez pas à la facilité. Valorisez-vous, travaillez à fond. Nous venons avec des petites compétences, on va essayer de vous donner le savoir. Pour ce qui me concerne, j'essaierai de former des mathématiciens et de donner la possibilité à ceux qui veulent peut-être, s'il y a des bourses, de leur donner des informations qui leur permettent d'avoir des bourses. Donc aux jeunes, soyez ambitieux, allez de l'avant, approchez-vous de nous et des responsables du Cameroun. Nous allons vous donner la possibilité d'aller de l'avant dans vos recherches, dans vos études, par des bourses. Et le Cameroun, d'ailleurs, à propos, a été choisi comme centre d'excellence. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est à cause de notre dynamisme et de notre force. Donc, venez, soyez dynamiques et soyez les premiers. Magnifique, vous êtes très inspirant. Vraiment. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et on vous dit à bientôt et très bonne continuation. Merci. Okay. C'était Yanga en compagnie du professeur Ngongo Isidore Séraphin en direct de Paris pour l'émission Manège de savoir par notre réalisateur Martin Quay. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.